Alors, nous abordons donc la dernière partie de cette émission de ce soir. Nous évoquons la situation au Niger avec la proposition de l'Algérie qui propose un plan de transition sur 6 mois. Alors, Adam, j'ai envie de vous poser la question par rapport parallèlement à la CEDEAO. Est-ce que vous ne pensez pas que l'organisation ouest-africaine devrait proposer également une solution sur la base de ces 6 mois? Vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO est dans entre l'enclume et le marteau. Je pense que la crédibilité de la CEDEAO aujourd'hui se joue au Niger. Je me suis posé un certain nombre de questions. Je me dis, que gagnent ces Africains-là qui aujourd'hui sont dans l'euphorie à voir la CEDEAO se fragiliser? Je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Mais au même moment, je pense que le patriotisme nous oblige. D'abord, lorsque nous prenons les pays composant la CEDEAO individuellement, on essaie de nous inculquer le fait que c'est à la population de rendre rigide en fait les institutions de la République, etc. Mais je me dis aujourd'hui, on a comme l'impression, la population africaine et ouest-africaine majoritairement, est dans une position de voir la CEDEAO s'effriter, aller pratiquement en lambeaux. Je ne sais pas ce que les gens gagnent, ou peut-être derrière ça, il y a des intérêts inavoués, je n'en sais rien. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas nécessaire? Quand vous parlez des gens, vous parlez des premiers responsables de la CEDEAO, c'est-à-dire des présidents? Non, pas les présidents. Le discours ambiant. Ouais, le discours, les analyses. Les analyses, les discours pratiquement de ceux qui aujourd'hui écument pratiquement les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui gagne si la CEDEAO se fragilisait. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont plus la confiance. Non, la confiance aujourd'hui, je pense que c'est la population qui doit normalement faire la rigidité et la confiance de la CEDEAO. Il appartient à nos institutions, parce que lorsque vous prenez, si en tout cas nous remontons l'histoire, vous verrez que au moment des indépendances, c'est justement parce que nous n'avions pas eu des institutions assez rigides et fortes comme la CEDEAO que nous sommes arrivés à des pouvoirs autocratiques qui ont véritablement sémé du mal. C'est vrai, je l'ai dit, c'est pas parce que l'on a fait des défauts qu'il faudrait fondamentalement tirer de ces défauts-là des solutions aux différentes crises que nous constatons aujourd'hui. Parce que lorsque vous priez pour la plupart de ces gens-là que je dis qui sont sur les réseaux sociaux, ils vous diront, voilà, on a autorisé des coups d'État institutionnels dans des pays, pourquoi aujourd'hui ne pas accepter des coups d'État militaires? Je pense qu'en bon père de famille, lorsque vous estimez que votre vie avait des erreurs, qu'aujourd'hui un autre fait, il faudrait véritablement justifier l'erreur de l'autre part, le présent, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que, de mon point de vue, ce ne sont pas de bons analyses où pratiquement les gens n'ont pratiquement pas rien à dire, ou pratiquement roulent pour l'intérêt inavoué de certains qui le disent. Parce que lorsque vous avez des arguments, il faudrait quand même que, présentement, nous avons une crise pas devant nous. Il faudrait quand même qu'on puisse tirer des éléments, mais des leçons du passé. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO, avec chaque crise que nous connaissons, essaie, puisque, en tout cas, la force en attente était née des premiers coups d'État que nous avons constatés par le passé, où on a pensé qu'il faudrait avoir la force en attente. Mais la CEDEAO n'a pas mis en branle cette question-là, compte tenu du fait qu'ils ne savaient pas qu'il devait avoir une répétition de coups d'État. Et donc, aujourd'hui, la crédibilité de la CEDEAO est en train d'être jouée au niveau du Niger. N'en déplaise à qui veut. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui estiment que la CEDEAO est dans une position anormale, je l'ai dit, nous sommes contre une intervention militaire, mais la CEDEAO doit fondamentalement trouver des moyens de se ressusciter en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est vrai que ce sont des subdivisions de l'ONU pour faire en sorte que nous puissions éviter des crises à un moment donné, que ça a été instauré ainsi. Et quand les gens essaient aujourd'hui de prendre le retrait de la CEDEAO, je pense que il advenait qu'on a des pouvoirs légalement élus qui ne sont pas des poussistes au pouvoir, se retirer de la CEDEAO ne peut pas être un débat public. De mon point de vue, chaque État souverain est libre de se retirer. La Mauritanie s'est retirée aujourd'hui. Il a tous les problèmes du monde à pouvoir donc rejoindre encore la CEDEAO. Donc ça ne doit pas être un débat public ou une menace à la CEDEAO. En fait, ce n'est pas l'effectif qui fait l'efficacité d'une institution. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on essaie d'avancer ces questions, de ne pas lutter contre des coups d'État institutionnels. Mais au même moment, les gens oublient la plus-value économique
que fait la CEDEAO à nos différents pays. Donc je pense que le retrait de la CEDEAO, comme certains le brandissent comme étant une menace, je pense que en Afrique centrale, ils sont 11 et les perspectives économiques, aujourd'hui, nous avons publié un premier round concernant l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est en baisse. Ils sont 11 en Afrique centrale, ils ont dépassé de loin l'Afrique de l'Ouest et d'autres subdivisions sous-régionales également. Donc nous allons publier tout ça là. Donc je leur dis, c'est pas l'effectif qui fait donc le poids ou l'efficacité d'une subdivision sous-régionale. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'inventent les gens, il faudrait quand même qu'on puisse réfléchir davantage à rendre plus rigide nos institutions, la CEDEAO y compris, parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous le disons, quand nous disons aujourd'hui le fait que l'Algérie a joué disons, une diplomatie qui aujourd'hui plaît. De toutes les façons, moi, je suis d'accord avec ce qu'a fait l'Algérie. Mais au même moment, je pense que cette solidarité au niveau des chefs d'État fait en sorte que ceux qui ont estimé publiquement qu'il ne faudrait pas aller au coup de force, mais n'ayant pas proposé des solutions, en tout cas, gagnant jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne leur permet pas de pouvoir emboîter les mêmes pas. L'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO et donc n'est pas concernée par cette solidarité, aussi bien des chefs d'État qui, en cas, parce qu'ils ont pris là qu'en cas de ces coups d'État, il faudrait quand même que nous agissions de concert à pouvoir donc éviter et rendre rigide notre sous-région. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Non, moi je pense que la CEDEAO, à coûte que coûte, intérêt à pouvoir véritablement donc se ressusciter au Niger. Alors, donc ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il faudrait quand même qu'elle trouve les moyens de le faire, outre que les moyens militaires qui est brandi. De faire quoi? De pouvoir c'est-à-dire avoir cette crédibilité-là, ressusciter avec cette crédibilité-là dans la sous-région. Voilà pourquoi j'ai dit, si l'Algérie, après cette tournée-là, est revenue sur la question de 6 mois, ça voudrait dire que la question militaire est toujours sur la table. Et est en train de pouvoir donc agiter les autorités, en tout cas les poussistes aujourd'hui au Niger. Et eux-mêmes également le savent, parce que la CEDEAO est déterminée à pouvoir se ressusciter du point de vue de sa crédibilité au Niger, pour que ces coups d'État-là n'adviennent plus. Et je pense que le cas gabonais est un cas aujourd'hui qui permet à la CEDEAO de pouvoir aller tout droit dans cette intention-là, de pouvoir donc se ressusciter. Même pour moi, la question militaire doit être mise de côté. Donc je pense qu'il appartient à ces pushistes-là. Si tels qui ont l'intérêt supérieur de la nation en cœur, il faudrait véritablement qu'ils ne montrent pas qu'ils sont là pour le pouvoir et véritablement mettre l'intérêt du Niger plus que leur intérêt et faire en sorte qu'on puisse trouver une ligne immédiate de sortie de qui ne soit pas eux, mais s'ils estiment que ce ne soit pas aussi Bazoum, qu'on puisse trouver disons, une personnalité. Bon, je pense que difficile, parce que lorsqu'on parle d'une personnalité qui a l'assentiment de la population, ce serait très difficile de le dégager, mais il faut arriver. Alors, après avoir brandi cette intervention militaire sur le Niger, est-ce que vous pensez que la CEDEAO aujourd'hui pourrait retrouver une certaine crédibilité alors que cette intervention, on a tendance à voir que ça n'aura jamais lieu? Oui, mais je comprends très bien le raisonnement de mon aîné, mais la question que je me pose, c'est que aujourd'hui, dans la psychologie collective, quand vous écoutez même dans l'opinion publique, je crois que pour la plupart de nos concitoyens, la crédibilité de la CEDEAO passe inexorablement par un recours à la force armée. C'est-à-dire que si la CEDEAO n'intervient pas militairement, elle perd toute crédibilité. Mais c'est au vu de ce qui a été dit aux premières heures effectivement, au vu de ce coup d'État au Niger. Au vu de ce qui a été dit, mais il y a aussi d'autres pistes de solutions qui ont été privilégiées et qui continuent d'être privilégiées jusqu'alors, notamment le dialogue, la concertation. Donc, oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui, disons, vraiment contre-courant avec les intérêts de l'institution sous-régionale. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue parce que, certes, l'intensification de la violence dans les États qui composent la CEDEAO contraste avec les performances économiques, mais il faut savoir qu'on a véritablement besoin d'une institution sous-régionale comme la CEDEAO.
il y a quand même des victoires à leur actif. On ne peut rien leur enlever. Il faut, sans triomphalisme, il faut quand même le dire. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que la CEDEAO n'a, disons, aucune utilité, qu'il faut à un moment donné la disloquer. Moi, je crois que tous les États aujourd'hui que composent la CEDEAO, nous avons tous besoin de cette institution sous-régionale dans la résolution des crises. Maintenant, ils ont décidé premièrement de privilégier des moyens. Le problème se pose au niveau de la résolution des crises. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui pensent que la CEDEAO n'anticipe pas sur les crises. Je pense que c'est là même le nœud du problème. Non, mais n'anticipe pas. Anticiper d'abord sur les crises et ne pas venir en sapeur-pompier. Oui, certes, je vous comprends, M. Helmut. Il y a des raisons objectives aujourd'hui des crises régionales parce qu'il y a des coups d'État constitutionnels qu'on qualifie de constitutionnels qui ont servi de mauvaise jurisprudence par le passé. Mais est-ce que c'est une raison pour accumuler des coups d'État d'ici par là? Parce que n'oubliez pas que l'instabilité politique a des conséquences fâcheuses sur la croissance économique. Quand on sait très bien que nous sommes des démocraties naissantes, et l'Afrique est en phase de démocratisation. Et donc, si nous voulons vraiment consolider les acquis démocratiques, nous n'avons aucun intérêt à aller de coup d'État en coup d'État. Donc, oui, certes, la CEDEAO n'anticipe pas. Je crois qu'il faut aller vers là. C'est une des pistes de position, être dans une logique beaucoup plus anticipative des crises sous-régionales. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois être sous la dictature de l'urgence, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une urgence, des coups d'État, qu'il faut intervenir, trouver des pistes de solutions. Quand on prend par exemple l'Union européenne, qui est considérée comme l'espace communautaire le plus abouti, on voit très bien que dès lors qu'il y a une transgression des principes démocratiques, il y a une réaction très prompte de l'institution sous-régionale. Donc je crois que la CEDEAO est dans son rôle. Mais je crois que l'institution sous-régionale perd en vue également des défis sécuritaires que fait face aujourd'hui le Sahel. Parce qu'une intervention militaire aujourd'hui au Niger entraînerait encore d'autres conséquences. On a déjà un précédent avec le cas libyen où la déstabilisation du Mali a entraîné un certain nombre de conséquences dans la sous-région. Donc je crois qu'il faut privilégier le dialogue, d'autres pistes de solutions pour éviter le recours à la force armée. Mais maintenant, je reviens toujours au discours anti-CEDEAO. Il faut quand même être réaliste que l'institution sous-régionale fait quand même des efforts considérables. C'est vrai qu'on affabule la CEDEAO de syndicats de chefs d'État, mais je crois qu'on ne peut pas généraliser. Il y a des chefs d'État qui sont animés de très bonnes intentions et qui veulent à chaque fois résoudre des crises, quoi qu'il soit. Donc, que ce soit le cas ivoirien qu'on considère comme la tache noire de la CEDEAO, parce qu'on estime que Alassane Ouattara est très pro-français, mais il ne faut pas aussi perdre de vue que quoi qu'on dise, la CEDEAO aujourd'hui, c'est la locomotive de la CEDEAO économiquement, quoi qu'on le dise. Vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui affabulent Alassane Ouattara de tous les États, mais ces États-là bénéficient, disons, de la croissance économique ivoirienne. Donc, nous n'avons aucun intérêt à marginaliser aucun État dans la CEDEAO. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous faut une synergie, il faut une dynamique collective de résolution des crises. Et maintenant, je termine pour dire qu'il faut également éviter, derrière toute action de la CEDEAO, une main étrangère. Je crois qu'on infantilise également ceux qui sont capables, parce que je crois que nos chefs d'État sont quand même assez matures de prendre des résolutions beaucoup plus raisonnables pour la résolution des crises. Non, je crois qu'ils sont quand même assez raisonnables, parce qu'on a comme l'impression que l'institution est toujours gérée par une main invisible. Mais il y a quand même le soutien déclaré, par exemple, de la France ou encore récemment de l'Union européenne. Oui, je pense que les interventions des puissances étrangères sur le vocal de nos sous-régions, c'est le principe de subsidiarité qui le dit. À partir du moment où vous êtes un État ami à un État, des relations bilatérales entre États, c'est le principe de subsidiarité qui le dit, dont l'État le plus concerné directement aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Et bien évidemment, que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, au nom de ce principe de subsidiarité, sont obligés de calquer leur intention sur cette sous-région-là. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a l'impression de dire que voilà, c'est la France qui téléguide, tout comme si nous-mêmes n'avons pas les intérêts, tout comme si pour que nous mangeons, il faudrait que la France décide d'abord avant que l'Africain mange. Donc je pense que c'est trop facile qu'on puisse à chaque fois que les intérêts des Africains sont menacés ou pratiquement des victoires africaines, qu'on voit derrière une main blanche je pense qu'il y a 60 ans quand même d'indépendance de nos pays africains, mais s'il y a des chefs d'État
qui, au nom de la préservation de leur pouvoir, essaient d'avoir cette acquaintance-là avec des pouvoirs étrangers, il faudrait quand même à un moment donné, quand même que cette dignité-là, que étant clamée par les Africains, puisse être exprimée à travers nous-mêmes, nos vœux. D'abord, ce qui n'est pas exprimé, parce qu'on a comme l'impression c'est la France qui dicte tout et que nous-mêmes n'avons pas de dignité et qu'aujourd'hui, les grands cerveaux que nous avons, les grandes analyses, il faudrait qu'ils soient téléguidés fondamentalement par la France. Je pense que la CEDEAO en lui-même, outre de penser ce principe de subsidiarité qui permet à ces États-là de pouvoir se calquer, en tout cas sur ce que décide la CEDEAO, puisque c'est elle-même qui est menacée d'abord. Et qu'on estime que fondamentalement, c'est eux qui téléguident la CEDEAO, c'est trop facile. Mais permettez que je rebondisse sur cet aspect-là qui pratiquement essaie de nous mettre un peu dans une position de culotter entièrement. Parce que vous savez, lorsque nous pensons sur ces aspects économiques-là, si réellement la CEDEAO ou l'UEMOA, au bas mot, elle ne pesait pas sur ces économies-là, je pense qu'il appartient au Niger de prendre dans ses responsabilités, de dire que... Et ça serait pratiquement l'anarchie. Nous allons arriver à des principes d'anarchie dans nos États. N'oubliez pas que la CEDEAO, c'est elle qui a décidé qu'à un moment donné, il faudrait que le mandat soit à 2. C'est vrai que le cas ivoirien est un cas qui a supprimé, n'en déplaise à qui veut. Il y a la CEDEAO qui est en train de le dire. Et il y a des chefs d'État qui le disent haut, qu'il faudrait quand même que cet aspect-là aussi puisse cesser. Alors, donc on ne va pas attendre. Il y a toujours ce que vous dites, il y a toujours ces analyses qui exigent, ou encore qui demandent à ce que la CEDEAO, autant pour moi, puisse réagir plutôt que de faire de la communication. Je peux... Oui, non, c'est qu'il faut savoir. Non, mais je crois qu'il faut aussi faire la part des choses. En réalité, ce qu'on peut appeler, par exemple, le principe d'intangibilité des dispositions constitutionnelles. Par exemple, on décide de limiter un mandat à 2. On ne peut pas inscrire cela dans une charte constitutionnelle de base d'une communauté donnée. Mais on peut tout de suite. Est-ce que c'est ce qui est demandé? Ce n'est pas ce qui est demandé. Non, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais on souhaite, parce que n'oubliez pas que certes, il y a quand même des souverainetés parcellaires, c'est-à-dire qui sont transférés à la communauté, mais la révision constitutionnelle relève de la compétence exclusive de l'Assemblée nationale de chaque pays. Donc c'est pour dire tout simplement qu'à n'importe quel moment, un président de la République peut revenir sur des dispositions constitutionnelles. Ça, je n'en disconviens pas. Mais au-delà de tout, il y a quand même des vertus démocratiques qui sont célébrées par l'institution sous-régionale qui estime ou qui souhaite que dans tous les États, qu'un président de la République puisse faire un mandat renouvelable une seule fois. Je crois que les principes aujourd'hui sont là. Il y a une dynamique aujourd'hui collective, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Je crois que la CEDEAO est résolument engagée vers la démocratisation de tous les États membres. C'est pour cette raison que je dis oui, certes on peut tenir un discours anti-CEDEAO, mais il ne faut pas aussi jeter à la poubelle tous les acquis, toutes les victoires de cette institution sous-régionale-là et le développement de nos pays. Parce que vous prenez par exemple les économies de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest individuellement, ça ne vaut absolument rien du tout. Ça ne vaut absolument rien. Ce qui veut dire que les initiatives solitaires économiquement sont totalement contre-productives. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous mettre en communauté. Et donc vous avez aujourd'hui des gens qui tiennent un discours qui estiment que non, c'est une aventure hasardeuse d'être dans la CEDEAO. Même ceux qui critiquent viscéralement n'ont pas pris la résolution de sortir. C'est pour cette raison que mon cher aîné le dit, et je partage également son avis, c'est trop facile d'affabuler la CEDEAO de tous les noms. C'est comme la question du franc CFA, par exemple. Vous avez un président français qui nous dit oui, mais les Africains sont liés par des accords. Ceux qui les dénoncent sont libres de sortir de là. Vous avez des gens qui le dénoncent à longueur de journée, mais qui n'osent pas également de sortir. À un moment donné, il faut éviter la duplicité. Soit on décide de faire partie d'une institution sous-régionale qui est la CEDEAO, soit on décide de ne pas faire partie. Après, ce n'est pas comme si c'était facile de quitter, de sortir. Non, à partir du moment... Non, cette souveraineté qui est exprimée à tout va, et surtout n'eût été... Je pense que ce discours-là est beaucoup plus exprimé par ces gouvernants entre griffes. De fait, parce que de toutes les façons, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous venez au pouvoir
par la force. De toutes les façons, vous n'avez pas fondamentalement... En tout cas, la population ne vous juge pas sur des principes sur lesquels vous êtes allé solliciter leur voix. Donc ça vous est dit quelque part, vous n'êtes pas content vis-à-vis de ce peuple-là. Et c'est ce que est constaté. Voilà pourquoi on dit la CEDEAO peut estimer en bon droit qu'en réalité, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, que les autorités actuelles ne sont pas en bon droit de demander le retrait de leur pays de l'institution. Il faudrait quand même qu'ils aillent aux élections. Et lorsque vous avez l'assentiment populaire, vous êtes démocratiquement élu, se retirer de la CEDEAO, c'est pourquoi je le disais, ne peut pas être un débat public. Ça, un peu, on l'a vu, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne. Bon, de toutes les façons, ça a entraîné quoi? C'est eux-mêmes qui en subissent également les conséquences. Mais ça ne diminue en rien. C'est vrai que les pays interagissent, mais ne pèsent pas les mêmes valeurs. Parce que nous avons vu, entre-temps, on disait que nous avons une sous-région assez dynamique compte tenu du fait que cette union était beaucoup plus favorable. Et vous allez voir les pays un peu essayer, tant bien que mal, de pouvoir donc se compenser. Et on voyait que le développement allait plus mieux que les pays centrafricains qui, en compte tenu du pétrole, et jouaient une certaine autarcie. Et on a vu les conséquences. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'unir, compte tenu du fait que la question du fait que nous avons de l'or, nous avons du pétrole, etc., ne vous permettra pas seul de développer le pays. Et je pense que ces exemples-là doivent amener ces États-là qui estiment que le retrait de l'institution sous-régionale, en tout cas que moi je trouve une question secondaire de toutes les façons, je l'ai dit, ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité d'une sous-région. Il faudrait quand même que vous partagiez les mêmes visions et renforcer les acquis et faire en sorte que cette institution soit plus forte et éviter que certains dirigeants arrivent, que nous retournons dans les années 60 où pratiquement il y avait de l'anarchie, puisque c'est ce que je pense, à mon humble avis, que ces gens-là veulent instaurer en refusant ou pratiquement en faisant en sorte que cette institution soit davantage plus fragilisée. Et moi, je le dis toujours, je ne sais pas ce que gagnent les uns et les autres en voulant fragiliser fondamentalement la CEDEAO. On arrive quasiment au terme de cette émission. Oui, la CEDEAO, oui, dans l'impasse, oui, c'est une question secondaire, comme il l'a dit. Juridiquement, il y a une procédure de dénonciation des traités. Il y a des clauses dans les chartes constitutionnelles de base de tous les espaces communautaires qui le prévoient. Donc, ceux qui veulent sortir de l'insurrection régionale doivent se servir de ces instruments-là et sortir et non tenir des discours que je trouve, à mon humble avis, contre-productifs contre l'insurrection régionale. Parce qu'on en a véritablement besoin. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Avant de terminer, vous avez quelque chose à ajouter, par exemple, Achraf? Oui, ouais, moi je pense qu'il n'y a jamais eu de gouvernance intemporelle. Il faudrait quand même que nos chefs d'État aujourd'hui, pour ceux qui estiment que nous serons toujours éternellement dans l'intemporalité, ce n'est pas le cas. Et je pense que le cas gabonais aujourd'hui nous en dit long. Il faudrait tout simplement qu'on tienne parole vis-à-vis de la population, travailler pour l'intérêt général de la population. Et lorsque, je pense que Dame Nature ne vous donne plus les aptitudes nécessaires de pouvoir donc gouverner, il faut céder, parce que de toutes les façons, le pays restera, nous les hommes, nous passerons. Oui, bon, je vais rebondir. Je crois que moi, juriste que je suis, je crois que la légalité constitutionnelle doit être célébrée, doit être sauvegardée par des juges constitutionnels. Je crois que la question de la vacance du pouvoir au Gabon, par exemple, nous montre à suffisance que lorsqu'on n'a pas toutes les capacités d'expédier les affaires courantes d'un pays, à un moment donné, il faut engager la responsabilité. Et maintenant, finir également la démocratie procédurale qui consiste à avoir des institutions de la République qui ne jouent pas réellement leur rôle. Je crois que chacun doit mettre vraiment du sien pour la démocratisation, pour la croissance économique de nos États respectifs. En tout cas, en bref, je pense que ça devrait dire que chaque pays devrait tirer leçon du cas du Gabon. Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci, Adam, d'être passé dans... C'est un plaisir. C'est un plaisir. Un plaisir de t'avoir eu également, Achraf. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, vous, nos chers internautes qui nous suivez ici à Lomé, un peu partout en Afrique, à Libreville, au Gabon. Bonne suite de nos programmes sur Unir d'Info.